Chers auditeurs, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Top Presse. Opposition en République démocratique du Congo. Bientôt un porte-parole. Mais sans l'UDPS de Tshisekedi, dont les députés élus UDPS FAC, Force acquise sans changement, siègent au Parlement. Que penser de tout cela? Pour en parler avec nous, nous recevons ce jour Eugène Diomindongala. Il est le président de la majorité présidentielle populaire qui soutient Étienne Tshisekedi. Il est aussi le président du parti Démocratie chrétienne. Monsieur Eugène Diomindongala, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger aujourd'hui, je ne suis pas seul. Gaël Kibungu de Congo Web Télévision, Eric Ambago de Top Congo FM, Gisèle Ngandou de Kin 24 ainsi que Thierry Kambundi, Top Congo FM. Alors, majorité présidentielle populaire, pour que d'entrée, on se comprenne bien, vous, l'opposition, ce n'est pas vous, cela ne vous concerne plus. Ben, vous l'avez dit vous-même, pour nous, de la majorité présidentielle populaire, le président de ce pays, c'est Étienne Tshisekedi Mulumba, conformément à l'élection du 28 novembre 2011. Tshisekedi a gagné l'élection présidentielle. Il se fait que, comme des traditions dans ce pays, la succession du pouvoir a toujours été par des coups d'État. Au mois de décembre 2011, il y a eu un autre coup d'État qui a empêché Étienne Tshisekedi d'accéder à la magistrature suprême. Raison pour laquelle nous sommes en train de lutter pour récupérer les pouvoirs d'État, pour récupérer l'impérium lui confisqué par le président sortant. Et à ce titre-là, nous nous considérons comme une majorité présidentielle avant une nouvelle élection législative. On va revenir sur comment s'est passée cette élection et le pourquoi de votre revendication de cette présidence. Mais qui dit majorité présidentielle dit majorité pour faire quelque chose. Au Parlement, il y a une majorité présidentielle qui a formé gouvernement. Vous êtes majorité présidentielle populaire. Pour faire quoi? Mais justement, pour récupérer tout d'abord l'impérium et ensuite faire en sorte qu'il y ait une nouvelle élection législative pour laquelle nous nous préparons afin que nous puissions dégager une majorité. En France, après l'élection présidentielle, il y a eu François Hollande qui a gagné l'élection. Ils ont tout de suite parlé de la majorité présidentielle, alors qu'ils n'étaient pas encore au Parlement. Donc, c'était pour préparer effectivement une victoire éventuelle à la conquête d'une majorité présidentielle. Non, il revendiquait ou il réclamait une majorité présidentielle pour que François Hollande puisse asseoir sa politique. Il ne revendiquait pas encore cette majorité présidentielle que vous ne pourriez pas aujourd'hui revendiquer, puisque même si Étienne Tshisekedi était président, ce sont les législatives qui font que majorité soit. Oui, mais d'emblée, quand on a gagné l'élection présidentielle, on est apte à former une majorité présidentielle. C'est ce que nous disons. Et d'ailleurs, même dans les cas où l'élection législative du 28 novembre était prise en compte, Étienne Tshisekedi a dégagé une majorité présidentielle. Quant à nous, nous avons gagné et les présidentielles et les législatives. Raison pour laquelle, d'emblée, nous parlons d'une majorité présidentielle qui a été empêchée d'accéder à la conquête véritable du pouvoir. Donc pour nous, de toute manière, que ce soit l'élection présidentielle, Étienne Tshisekedi a gagné, que ce soit les législatives, l'opposition politique était majoritaire. Et aujourd'hui que nous sommes censés, pour être républicains, d'organiser une autre élection législative, nous parlons de la majorité présidentielle populaire. C'est tout à fait logique. La Constitution de la RDC prévoit que la majorité est identifiée par un informateur et que le gouvernement est formé par le formateur ainsi que le Premier ministre. Vous avez dégagé cette majorité où? Mais par rapport à la compilation que nous avons opérée au sein de notre famille politique. Nous avions opéré une compilation qui a dégagé la victoire d'Étienne Tshisekedi quant au présidentiel. Et par rapport aux législatives, l'opposition politique de l'époque a dégagé une majorité qui aurait pu lui permettre de former un gouvernement. Mais puisqu'il y a eu un coup d'État, puisqu'aujourd'hui il y a le président sortant qui s'est focalisé et qui est déterminé à garder et à conserver son pouvoir,
pouvoir. Nous sommes en train de lutter justement dans le cadre de la majorité présidentielle populaire qui s'est dégagée lors du scrutin du 28 novembre, de préparer la conquête de l'impérium. C'est ce que nous faisons. Alors on va revenir justement sur cette élection. Première question, c'est Gaël Kibungu de Congo Web Télévision. Je suis bien curieuse, Jeanne Guillaume-Ngala, de savoir finalement comment vous allez récupérer cet impérium. Ça fait un bon bout de temps que vous en parlez. Finalement, beaucoup de gens pensent que c'est un grand bluff, que ça n'existe que dans votre imaginaire. Comment allez-vous le faire quand déjà vous aviez annoncé, il y a quelque temps, que Étienne Tshisekedi allait prendre possession du Palais de la Nation? Ça n'a pas été fait. Nomination des ministres, on ne voit toujours rien. Excusez-moi, désignation des ambassadeurs, là encore rien du tout. Et puis vous parlez de majorité populaire alors qu'il n'y a aucune adhésion de la population. Comment ça va se passer? Quand vous parlez de l'adhésion de la population, vous-même vous êtes conscient qu'aujourd'hui, on a emprisonné Étienne Tshisekedi injustement. Vous savez qu'il est aux arrêts domiciliaires sans que cela puisse être dit clairement. Et la majorité, c'est Étienne Tshisekedi qui la détient. Vous le savez très bien. Dans ce pays, si on permet aujourd'hui à Étienne Tshisekedi d'organiser un meeting au stade du Martyr, le stade sera plein. Et si vous le demandez au président sortant, il ne va pas arriver à remplir ce stade-là. Dans tous les coins de la République, c'est pareil. Vous avez pourtant initié quelques opérations, journée ville morte, appeler la population. Il n'y a eu aucune réaction. Non, la seule manifestation que nous avons organisée, c'est par rapport aux chauffeurs. C'est nous qui avions organisé cette manifestation. On parle d'une récupération. Est-ce que non, ce n'était pas. Nous l'avions annoncé avant même l'événement. Cela a permis à ce que, effectivement, nous puissions dégager une adhésion. La population a suivi ces mots d'ordre. Les chauffeurs ont respecté les mots d'ordre. Ce n'est qu'après que le pouvoir sortant a voulu faire la récupération. Mais quant à nous, nous disons, nous sommes aujourd'hui à mesure de remplir les stades, de prouver que nous avons la population avec nous, cette population qui est acquise au changement, qui a fait que le 28 novembre, Étienne Tshisekedi puisse gagner. Est-ce que ces mouvements vous permettront vraiment de récupérer l'impérium? Ça veut dire Étienne Tshisekedi président, ça ne peut pas exister que de par la bouche de Jeanne. Aujourd'hui, nous avons et nous détenons la légitimité. Si on permet une manifestation, vous savez qu'Étienne Tshisekedi a prêté serment. Il se considère président de la République. Devant qui aujourd'hui? Devant le peuple et la nation congolaise. Vous ne croyez plus en la justice congolaise? Mais pensez-vous que c'est valable? Vous savez très bien ce que Étienne Tshisekedi en pense. Et le peuple congolais en pense aussi. Pour nous, effectivement, il y a eu une élection que nous avons gagnée. Il y a eu confiscation de l'impérium. Nous voulons récupérer cet impérium-là. Nous allons utiliser les méthodes qui sont prévues dans notre constitution, bien entendu. Et nous pensons que par rapport à ces méthodes-là, nous allons triompher dans notre démarche. Mais justement, c'est un peu contradictoire, puisque vous parlez de constitution. De l'autre côté, vous ne croyez pas aux institutions. Est-ce que ce n'est pas une démarche contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire. La constitution, elle est au-dessus de tout le monde. Elle est au-dessus de loi. Mais quant au respect mais la constitution prévoit elle-même que si un groupe de gens confisque le pouvoir par la force, on peut s'y opposer. Nous nous opposons au président sortant qui a opéré un coup d'État au mois de décembre 2011. Et par rapport à ces coups d'État, nous voulons récupérer notre pouvoir parce que c'est le pouvoir que le peuple congolais a légué à Étienne Tshisekedi. Je reviens sur ce que vous n'avez pas donné les réponses à mes questions. Toujours pas d'ambassadeur, toujours pas de ministre. Ça va se passer comment? Ça vient. C'est quelque chose qui se prépare. Combien de temps? Je crois que le temps nous donnera raison. Gisèle Ngandou, Kin 24. 30 jours après l'installation du gouvernement, 30 jours après la formation du gouvernement Matata, qui est porte-parole de l'opposition. Mais dans votre camp, vous vous dites que voilà, c'est M. Étienne Tshisekedi. Ce poste-là doit revenir plutôt à M. Kabila. Pourquoi? Puisque M. Kabila n'a pas été élu chef de l'État selon vous. Dites-moi maintenant, vous êtes en train de vous tirer... les violons ne s'accordent pas au sein de la majorité présidentielle populaire. Et selon vous, ce poste revient à qui précisément? Bon, logiquement, nous avons une élection qui s'est passée dans les conditions que vous connaissez. Il y a un gagnant, c'est Étienne Tshisekedi Mulumba. Il y a confiscation du pouvoir de la part du président sortant qui a fait que, puisqu'il a l'armée, il a la police, il s'est maintenu par la force. Aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas satisfait. Et toute la communauté internationale sait très bien que Kabila n'a pas gagné l'élection présidentielle et qu'il est président sortant. Il se maintient par un coup d'État, il est au pouvoir par la force des choses, bien entendu. Mais aujourd'hui, logiquement, même si ces postes-là devraient être brigués, mais ça serait par deux personnes.
D'un côté, nous avons Joseph Kabila, de notre côté, nous avons Étienne Tshisekedi. Si Étienne Tshisekedi a gagné l'élection présidentielle, le poste de porte-parole de l'opposition reviendrait à Joseph Kabila. Mais si Joseph Kabila, qui n'a pas gagné bien sûr l'élection, est au pouvoir, ces postes-là devraient rester en suspens, puisque nous attendons tout d'abord récupérer les pouvoirs d'État pour faire en sorte que Étienne Tshisekedi puisse s'asseoir au pouvoir et, en ce moment-là, les postes garantis par la constitution des porte-parole d'opposition reviendraient des droits à M. Kabila. Comment voulez-vous obtenir gain de cause lorsque vous êtes en dehors des institutions? Je parle de votre cas par exemple. C'est vrai que vous êtes de mèche avec M. Tshisekedi, raison pour laquelle vous vous êtes dit que nous resterons en dehors de la chambre basse du Parlement. Maintenant, pour ceux qui sont au Parlement, qui se disputent le pouvoir, c'est-à-dire qui cherchent le siège de porte-parole de l'opposition, à ceux-là, vous ne trouvez pas, dernièrement, il y a l'UNC qui venait de désigner M. Kamere comme étant candidat de son parti. Vous ne trouverez pas qu'au sein de l'opposition, il y a quand même... les violents ne s'accordent pas? Non, ça c'est un peu la cacophonie et l'immoralité dont je parlais. La personne dont vous citez ne peut pas prétendre à ces postes-là. Parce que le poste est réservé à celui qui arrive comme challenger à l'élection présidentielle. C'est-à-dire c'est lui le chef de file de cette famille politique-là. Logiquement, seulement si Kabila avait gagné les élections, le poste de porte-parole serait réservé à Tshisekedi. Mais comme Tshisekedi a gagné l'élection présidentielle, tous ceux qui ont prétendu hier être de l'opposition politique sont éliminés. Donc ces postes-là devraient être en suspens jusqu'à ce que nous ayons levé l'option par rapport à la conflictualité qui se pose au niveau de présidentielle et au niveau du président de la République. Si Tshisekedi devenait président, puisqu'il est le président légitime, Kabila prendra les postes de porte-parole de l'opposition. Donc, je ne vois pas comment, avec quel miracle, ceux qui prétendent aujourd'hui briguer ces postes-là vont-ils l'obtenir. C'est immoral. Donc, logiquement, politiquement, les personnes dont vous citez n'ont pas les droits. Éric Ambago, Top Congo FM. Eugène Diomdongala, est-ce que vous ne faites pas l'aventurier burlesque? Je dis burlesque parce que, vous savez très bien que vous n'obtiendrez jamais ce que vous demandez, l'impérium. Vous parlez d'impérium depuis plusieurs mois déjà, ça fera bientôt une année que vous parlez de l'impérium. Joseph Kabila a les leviers du pouvoir, Étienne Tshisekedi est bien assis chez lui à la maison. Vous êtes porte-parole de la MPP. La MPP n'a que comme parti politique la démocratie chrétienne. Comment est-ce que vous allez récupérer l'impérium avec la démocratie chrétienne qui est seul parti politique au sein de la majorité présidentielle populaire? Non, tout d'abord, ce que vous dites n'est pas exact, dans la mesure où vous n'avez pas toute l'information. Mais le secrétaire général de l'UDPS a dit qu'il ne connaissait pas la MPP. Non, c'est faux. Il n'a jamais assisté à une réunion de la MPP. Non. La charte de la MPP a été faite par M. Raymond Kaungu, M. Jacquemin, M. Frédéric Kita, M. Izouloua, le chef Mpaka. Donc, Jacquemin n'a jamais assisté à une de vos conférences de presse, ni à vos réunions. Non. C'est vous qui parlez au nom de la MPP. C'est vous qui êtes la figure phare de la MPP. Donc, la démocratie chrétienne est la seule formation politique de la MPP. Vous manquez certaines informations. La MPP est un regroupement, c'est une famille politique qui a plusieurs partis à son sein. C'est que vous n'avez pas l'information. Je ne suis pas ici venu d'étaler les partis membres de la MPP, mais je peux vous dire déjà que la MPP a à son sein une quarantaine de partis politiques. Dont l'UDPS. Dont l'UDPS, qui est le parti de Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons une messe qui a été organisée par la MPP. Les invitations ont été établies au nom de la MPP et le président Étienne Tshisekedi va participer à cette messe-là. Donc, ça, c'est l'information que je vous livre. La MPP, c'est la famille politique de Étienne Tshisekedi en tant que président de la République qui a prêté serment devant la nation congolaise et en tant que tel, il est le chef, l'autorité morale de notre famille politique. Vous vous attendez à être nommé Premier ministre par Étienne Tshisekedi
dans les jours qui viennent. C'est ainsi que vous persistez dans ce que je veux dire, dans ce rêve de récupération de l'impérium qui va faire peut-être l'éternité. Moi, je ne suis pas un politicien qui rêve. Je suis réaliste. Vous savez, nous avons commencé la politique depuis l'âge de 27 ans. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement plusieurs années que nous sommes en politique. Mon parti existe depuis 20 ans et nous avons l'expérience politique. Nous avons fait tous les parcours politiques. Nous ne sommes pas par rapport à d'autres qui pensent que le pouvoir doit se conquérir par la force. Pour nous, le pouvoir s'acquiert par la légitimité populaire. Vous ne reconnaissez pas le pouvoir de Kabila, mais vous avez envoyé votre secrétaire général aller rencontrer Augustin plutôt l'informateur. À l'époque, l'honorable, aujourd'hui le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et alors, il est allé rencontrer, il a donné les différentes orientations de la démocratie chrétienne, c'est-à-dire que vous connaissez le pouvoir de Joseph Kabila. Et alors, nous sommes... Pourquoi vous êtes allé rencontrer... Écoutez, pour lui transmettre un message clair, que Kabila n'a pas le droit de mener cette démarche-là. C'est à lui Nous avons reçu une invitation. Quand nous sommes des Congolais, quand quelqu'un t'invite par politesse, aujourd'hui, même si Kabila m'a invité, par politesse, je vais les rencontrer. L'UDPS n'est pas allé rencontrer... Mais l'UDPS, c'était notre parti. Nous, la démocratie chrétienne, nous avions estimé, nous avons réussi. Mais vous êtes allé quand même, non, ça c'est l'amalgame. Nous sommes un parti politique. Nous avons été invités. Nous avons reçu une invitation. Il fallait donner des réponses par rapport à la vision de ceux qui ont confisqué les pouvoirs. Nous leur avons dit, Kabila n'a pas le droit de former un gouvernement. Sujement demandé à ces messieurs, que vous avez cité les noms, si nous ne lui avions pas transmis ces messages-là. Donc pour nous, il était question d'aller défendre Étienne Tshisekedi en disant que faites attention, ne faites pas cette démarche-là. Vous auriez accepté aussi? Pas du tout. Pas du tout, parce que rien ne nous rassure que c'est pas du tout parce que vous étiez seul. Nous sommes les légitimes. Nous avons engagé notre parti politique dans une famille politique. Et quand nous partions aux élections, il était bien dit, pour nous, l'UDPS ne sortirait pas le Premier ministre. Et nous savions que nous allions gagner les élections présidentielles. Effectivement, nous avons gagné l'élection présidentielle. À l'époque, même les amis qui étaient dans le groupe de Fatima, tout le monde les savait. Parce que moi, je n'ai pas caché mes ambitions. J'ai dit clairement, je suis candidat Premier ministre. Je soutiens Étienne Tshisekedi. Nous gagnerons les élections. Parmi les alliés, s'il y a un autre candidat, que quelqu'un se prononce. Il n'y a pas eu d'autres candidats. Donc, j'étais le candidat de l'opposition autour d'Étienne Tshisekedi, candidat Premier ministre, et j'ai donné toute mon énergie pour que la victoire d'Étienne Tshisekedi soit effective. Et nous avons obtenu cette victoire-là. Donc, pour nous, aujourd'hui, ça, c'est la confusion de croire que parce que nous soutenons Étienne Tshisekedi, nous ne pouvons pas dialoguer, nous ne pouvons pas parler avec tous ceux qui sont congolais. Donc, dans notre logique, l'élection présidentielle s'est bien passée. Étienne Tshisekedi a gagné cette élection. Il a obtenu une victoire écrasante. Le peuple congolais lui reconnaît cette légitimité-là. Et nous allons continuer. Nous ne rêvons pas. Moi, je ne rêve pas. Je suis politicien. Je suis expérimenté. Vous savez que nous avions fait un parcours. Moi, j'ai commencé au bas niveau. J'ai commencé à tous les niveaux. J'ai été conseiller dans ce pays. J'ai été député plusieurs fois. J'ai été au gouvernement plusieurs fois. Et nous avons une expérience par rapport à toutes les démarches qui ont entaché notre parcours depuis la transition mobusienne jusqu'à maintenant, depuis la confiscation du pouvoir par le belligérant jusqu'à maintenant. Vous savez que le malheur de ce pays, c'est lequel? Depuis que nous avions obtenu notre indépendance, on n'a jamais obtenu une succession légitime. Toutes les successions qui se sont opérées dans ce pays ont été par des coups d'État. Et ceux qui ont fait des coups d'État continuent à vouloir se maintenir par la force. Mais après le dialogue intercongolais, il y a eu des élections. Joseph Kabila a été premier. La base de la prise de pouvoir, c'était les coups d'État. Nous sommes en 1960. On a un président qui est élu par notre Parlement. En 65, premier coup d'État. La succession en 65 s'est opérée en 97 par un coup d'État. En 2001, un autre coup d'État. Et depuis lors, il n'y a pas eu une succession démocratique.
C'est ça, en fait, c'est que nous... Donc, vous ne reconnaissez pas les élections de 2006 où vous étiez vous-même candidat président de la République? Que ce soit celle de 2006, c'est une mascarade. Que ce soit celle de 2011, c'est une mascarade. La preuve en est, c'est Etienne Tshisekedi. On aurait donné une chance à notre pays d'avoir une succession démocratique et consolider la démocratie, créer la stabilité. Aujourd'hui, nous avons raté tous ces événements-là. Et le pays est confronté, regardez, il y a encore naissant d'autres rébellions. Parce que les gens pensent que la seule opportunité, la seule succession possible pour acquérir le pouvoir d'État, c'est par les armes. Même s'il y a des élections, ça se résume à une simple mascarade. C'est ce que nous devons dénoncer dans ces pays. Thierry Kambundi, Stop Congo FM. Jeune Domindongala Nzomambu, vous n'allez pas vous échapper aussi facilement. Vous dites que la MPP, la majorité présidentielle populaire, compte en son sein une quarantaine de partis politiques, dont l'UDPS. C'est un peu trop facile de dire que vous n'allez pas les citer alors qu'on en a l'occasion aujourd'hui et c'est la première fois qu'on en parle. Quels sont ces partis politiques qui composent la majorité présidentielle populaire? Écoutez, je n'ai pas une mémoire électronique. Je ne saurais pas vous citer tous les noms de tous les partis, mais je peux vous donner les grandes orientations. Oui. Vous avez l'UDPS, vous avez la démocratie chrétienne, vous avez les G14, les G14 avec à son sein 14 partis politiques. Donc si déjà nous prenons seulement cela, nous faisons la sommation, nous avons déjà 18 partis. Donc excusez-moi de ne pas citer les 22 autres. Des partis politiques de mallettes qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de siège? Non, ce que vous dites des partis politiques de mallettes, aujourd'hui nous avons vu combien de partis politiques inexistants qui sont dans notre Parlement. En fait, c'est une création artificielle. C'est ce qu'on appelle la politique artificielle qui constitue notre Parlement. Vous savez que le Parlement actuel, il est le plus artificiel de l'existence de notre pays. C'était des nominations qu'on a opérées, de gens qui n'ont pas été élus, se retrouvent députés nationaux. Donc, ce sont des partis de mallettes. Ne parlons pas de ça parce que nous risquons de citer des noms et je ne suis pas... La MPP sont des partis... Non, ce sont des partis, si on les mettait dans les conditions normales d'une démocratie, ils vont sortir autant de députés. On ne les a jamais vus en avant-plan, même lors des activités de la MPP ou de l'UDPS. Mais la MPP, aujourd'hui, est en train de préparer sa sortie officielle. Nous allons l'opérer dans les prochaines heures. Il y aura la sortie officielle de la MPP. La MPP a un porte-parole. Qu'est-ce que ça veut dire porte-parole? Ça veut dire que quand les choses sont préparées au laboratoire, quand il y a eu adhésion de tous ces partis qui font partie de la MPP, le porte-parole vient, annonce. Je fais le rôle de porte-parole de la MPP. Donc c'est pourquoi vous voyez, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnalités apparentes au sein de la MPP parce que nous ne sommes pas encore en train de faire une sortie officielle. Ce n'est même pas qu'il y en a beaucoup, vous paraissez tout seul. Eric l'a dit d'ailleurs. Non, je n'apparais pas tout seul. C'est ce que vous croyez parce que je suis le porte-parole. Ben, le moment venu. Quand nous aurons fait notre sortie officielle, vous verrez tout l'armada qui constitue la MPP. Vous verrez toutes les personnalités, même celles qui sont à l'extérieur du pays. Monsieur Domingo Ndongala, parlons de vous-même. Essayons de retracer votre parcours politique depuis le dialogue intercongolais. Qu'est-ce qui a fait qu'au terme du dialogue intercongolais, vous ne puissiez pas justement aller avec Etienne Tshisekedi? Que vous puissiez préférer l'autre camp pour avoir le pouvoir et le ministère des Mines que l'on vous a confié? Non, je crois que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas fait une lecture exacte de ce qui s'est passé réellement. Nous sommes, il fallait commencer alors par rapport à tout mon parcours. Mais puisque vous avez choisi... Je voulais en arriver au moment où vous avez choisi finalement, après avoir perdu l'élection présidentielle, les sénatoriales, de rejoindre Etienne Tshisekedi. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, il aurait fallu commencer à partir du début pour avoir le cheminement. Et là, vous alliez comprendre que vous êtes en train de vous égarer par rapport à cette question-là. Mais néanmoins, je peux répondre au point que vous avez pris vous-même. Par rapport à ces points-là, je peux dire ceci, moi je n'ai jamais tourné le dos à Etienne Tshisekedi. Jamais. Souvenez-vous, lors du dialogue intercongolais, nous avions eu bien sûr, des fois, il y a des divergences, même aujourd'hui, des fois, il y a des points que nous discutons au sein de la famille politique, nous pouvons arriver à des divergences de vie. Donc c'est tout à fait normal en démocratie qu'il y ait des points où vous avez des positions convergentes, il y a des points où vous avez des divergences. Donc je peux dire, en 2002,
2003, nous revenons d'essentialité. Il était question de choisir le vice-président de l'opposition politique. Rappelez-vous, c'est moi qui ai bloqué l'élection de Zaïd Ngoma pendant plus d'une semaine. Pourquoi? Parce que j'étais candidat. C'était pour essayer de conjuguer les efforts en vue d'asseoir une négociation. Et moi, ma position était le poste de vice-président de l'opposition revenait à Etienne Tshisekedi. Rappelez-vous, j'ai, moi, retiré ma candidature au profit d'Etienne Tshisekedi. Et nous avions bloqué même l'élection de Zaïd Ngoma à l'époque. Nous attendions Etienne Tshisekedi qu'il rentre ici pour qu'il occupe ces postes-là. Et c'était possible parce que nous avions la majorité. Souvenez-vous, Zaïd Ngoma, à un certain moment, était dans la rébellion. Donc, oui, mais à un certain moment, Etienne Tshisekedi a opté pour la politique de la chaise vide. Vous avez choisi le schéma Zaïd Ngoma qui vous a amené au gouvernement. On n'a pas choisi le schéma Zaïd Ngoma. C'est quand Etienne Tshisekedi a dit non, qu'il ne reviendrait pas. Nous avions pensé que nous étions tous des Congolais, il faut construire les pays. Mais ce n'était pas parce que nous étions contre Etienne Tshisekedi. Nous étions pour Etienne Tshisekedi. C'est de lui-même qu'il a décidé de ne pas venir occuper le poste de vice-président. Non, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Etienne Tshisekedi vous a dit à l'opposition à ce moment-là, on revient au dialogue intercongolais et à l'application des accords politiques de Pretoria, Etienne Tshisekedi a dit « Je n'ai pas besoin de venir en RDC pour que vous me désigniez, vous, à l'opposition, vice-président de la République. » Et à cela, vous avez dit « Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que intuito personne, le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, revienne. » Vous parlez de divergence de vues à ce moment-là entre vous et Etienne Tshisekedi. Je vais avancer. Non, pas entre moi. Non, à ce moment-là, il y avait divergence de vues, c'est clair. Non, pas avec moi. Moi, j'étais toujours resté avec lui. Parce que si vous êtes entré au gouvernement, vous étiez dans le gouvernement, dans le quota des membres de l'opposition dirigé à ce moment-là par Arthur Zaïd Ngoma. C'est lui qui a envoyé les listes pour les nominations à ce moment-là. Vous étiez en divergence de vues donc avec M. Etienne Tshisekedi. Moi, je reviens à 2012. Nous sommes aujourd'hui dans à peu près le même schéma pour certains membres de l'UDPS qui se revendiquent toujours UDPS. Ils sont d'ailleurs au Parlement en tant que UDPS FAC, force acquise au changement. Votre divergence de vue de 2003, comparée à la divergence de vue qui pourrait y avoir avec Sami Badibanga, Roger Lumbala et les autres, pour vous c'est la même chose ou si vous n'étiez pas en rupture de banc hier avec Etienne Tshisekedi, on peut dire que aujourd'hui, Sami Badibanga, les Roger Lumbala et autres, eux aussi ne sont pas totalement en désaccord avec Etienne Tshisekedi. Non, je dirais que la situation n'est pas la même. La situation n'est pas comparable. À l'époque, nous étions des partis politiques autonomes. Nous étions tous d'une famille politique, l'opposition politique, et nous n'étions pas, disons, réglementés par rapport à une élection. Donc, c'est-à-dire, les familles, c'était l'opposition politique, mais chaque parti avait une certaine autonomie. Donc, c'était plus difficile hier de comparer la situation à celle d'aujourd'hui. Déjà hier, quand nous avions désisté, on avait bloqué la machine. Ce que je vous dis, c'est ce que moi je vécu. J'ai bloqué la machine pendant une semaine. Je n'ai pas participé, moi, à l'élection de Zaïd Ngoma parce que j'étais révolté. Non, oui, vous avez bloqué la machine parce que vous vouliez qu'Etienne Tshisekedi vienne. Moi, j'ai bloqué la machine. Je n'ai pas participé à cette élection. Je n'ai même pas été le jour de l'élection de Zaïd Ngoma. Le film sont là, l'histoire est là, l'histoire elle est têtue. Mais vous êtes assis sur... Mais mon parti, ce n'est pas Dieu Mindongala. Mon parti avait choisi l'optique de participer aux institutions pour asseoir l'unité du pays et projeter une nouvelle façon de gouverner le pays. Mais quelle est la différence avec 2012? Parce la différence que vous avez avec 2012, également à la finale. La différence avec 2012, c'est que nous sommes allés aux élections avec Etienne Tshisekedi et qu'Etienne Tshisekedi a gagné l'élection présidentielle. Donc, c'est tout à fait une autre équation. Ce n'est pas comparable. En 2003, c'était des accords, c'était des négociations politiques. Il n'y avait aucune base qui pouvait prétendre la primauté d'Etienne Tshisekedi, qui pouvait prétendre la légitimité d'Etienne Tshisekedi. Et bien sûr, il y avait son histoire, il y avait son combat. C'est lui le père de la démocratie. Mais ce n'était pas assis sur une base qu'on pouvait imposer à tout le monde. Revenons alors à cette élection, puisque apparemment c'est ça qui ne met pas tout le monde d'accord. Etienne Tshisekedi, candidat numéro 11 à l'élection présidentielle du 28 novembre dernier. Joseph Kabila, candidat numéro 3. La CENI organise comme elle le peut, on s'en plaint, certes. Mais à chaque fin
d'opérations électorales, dans tous les bureaux de vote, dans tous les centres de vote. Ces centres de vote se transforment en centres de dépouillement. Ce qui signifie que tous les partis politiques sont supposés avoir la copie de ces bureaux de vote, de ces centres de vote. Depuis le 28 novembre, depuis le 5 décembre, on dira, il y a d'un côté le candidat numéro 11 qui déclare qu'il a gagné, de l'autre le candidat numéro 3, une victoire qui là a été consacrée au niveau international. Il a l'impérium du pouvoir aujourd'hui, même si vous dites non. Le candidat numéro 3 dit qu'il a gagné. La CENI d'ailleurs déclare aussi qu'il a gagné et donne des chiffres. Depuis le 5, c'est à peu près on va dire le 15-20 décembre, je n'ai plus la date exacte de la proclamation des résultats provisoires. Depuis 6 mois, nous n'avons jamais vu les chiffres, les PV de la majorité présidentielle populaire, qui n'existait pas à l'époque, je vous le concède, de l'UDPS. On va dire, l'UDPS n'était pas le seul parti à soutenir Étienne Tshisekedi, il y avait aussi le 7. Disons, nous n'avons jamais vu les PV exhibés par les supporters du candidat numéro 11, de telle manière que ceux-ci peuvent prouver que c'est Étienne Tshisekedi qui l'a remporté. Alors, ma question est la suivante, et on va être, je l'espère aussi, précis que sur votre détermination de démontrer que la légitimité est au président Joseph Kabila, peut-être, mais que la victoire est à Étienne Tshisekedi. Pourquoi, en 6 mois, rien pour, avec les chiffres, avec des preuves. Aujourd'hui, on critique les résultats de la CENI parce qu'on les a. Mais on ne peut pas critiquer les résultats du candidat numéro 11 parce qu'on ne les a toujours pas. Ah, vous croyez? Mais c'est que je ne sais pas si votre radio ou votre organe de presse a suivi les événements depuis les élections. Nous ne faisons que ça. Étienne Tshisekedi, vous intervenez au minimum une fois par semaine, monsieur. Oui, mais oui, c'est bon. Mais alors, il fallait être au courant que l'UDPS et l'opposition politique avaient fait un centre de compilation où il y avait tous les procès-verbaux par rapport aux résultats. Mais où sont-ils? Qu'attendez-vous pour les publier? C'est publié. Où? Ça m'étonne que vous ne soyez pas au courant. Il y a eu un point de presse à l'UDPS où on a publié, moi j'ai les documents, si vous voulez je peux vous transmettre les documents officiellement, avec le PV de tous les centres que nous avions. De tous les centres, de tous les bureaux de vote. La compilation de l'opposition a donné 56% à Étienne Tshisekedi. Et c'est la même compilation de l'Église catholique. Non, il faut être clair. Ouais. Le cardinal est le chef de l'Église catholique. Oui. Et ça, je crois qu'il y a eu beaucoup d'amalgame sur le sujet. L'Église catholique, l'administration de l'Église catholique, c'est le centre épiscopal. Le centre épiscopal a fait sa déclaration dans laquelle il a dit qu'il n'était présent que dans 1 bureau sur 4. Et que sur... Non, un bureau sur 2. Non, 23%, c'est pas un bureau sur 2. Non. C'est un bureau sur 4. Non, on va pas se chamailler sur les chiffres, c'était 23%. La Cinco déclare que sur les 1 bureau sur 4, et pendant cette déclaration intervenant pendant la proclamation des résultats partiels, que à ce stade, selon la Cinco, les résultats qui étaient publiés par la Commission électorale nationale indépendante étaient fiables à plus de 90%. Maintenant, c'est au final, alors que le final n'était que la résultante de l'addition de tout de tous ces résultats provisoires partiels publiés par la CENI, c'est au final que le cardinal Mosengo, il a ses raisons. On ne va pas revenir dessus. On ne peut pas polémiquer, il est absent. C'est retrouver lui-même en porte-à-faux avec la Cinco, même s'ils ont dû, à un moment donné, faire accord pour parler d'une seule voix. À ce stade, aucun chiffre contradictoire. Même le centre Carter, même les observateurs internationaux disent oui, il y a eu magouille, il y a eu problème, il y a eu irrégularité, pour utiliser le même terme, mais rien, et ce n'est pas être pro-Kabila de le dire, je ne fais que citer le centre Carter et la commission des observateurs de l'ONU, rien de nature à remettre en cause l'ordre d'arrivée de l'élection présidentielle. Alors sur cette base, puisque tous ces gens-là ont dit cela, où sont
les documents de l'UDPS? Écoutez, je crois que vous vivez à Kinshasa. L'UDPS a fait un point de presse. Je ne sais pas si votre organe n'était pas présent, où nous avions donné les résultats de notre compilation. Et là-dedans, il y a eu des photocopies des PV, il y a eu tous les résultats que nous avons pu assembler. Vous savez dans quelles conditions, et même la police était descendue à limiter pour piller le PV de l'IDPS. Vous avez toujours ces résultats? Oui, nous avions un document publié. Vous les avez toujours? Nous les avons. Tous les résultats des PV? Tous les résultats des PV. Donc, et ça a été publié. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, vous revenez sur cette question. Ça a été publié au cours d'un point de presse. L'UDPS a organisé un point de presse où on a publié les résultats selon la compilation de l'opposition politique. Et par rapport à cette compilation-là... Non, la compilation selon l'opposition politique ou la compilation selon les résultats? Selon les résultats. Compilé par l'opposition politique. Vous savez pourquoi nous disons que dans ce pays, il y a eu un problème. Vous savez, Ngoï Mulunda, il a organisé une élection basée sur les nominations au niveau législatif. Il y a des personnes qui n'ont pas été élues, qui se retrouvent députées. Et cette même compilation a attribué la victoire d'Étienne Tshisekedi au président sortant. Vous savez dans quelle mesure le président sortant, on a bourré des urnes au vu et au su de tout le monde. On a changé même le résultat. Mais le rapport à notre position, Étienne Tshisekedi a gagné partout. Oui, mais ce qui était même étonnant, même à l'Est, Étienne Tshisekedi a gagné. Et par rapport au rapport que nous avons, par rapport aux résultats que nous avons, c'est ce qui a fait que, vous voyez, dans aucun pays en Afrique, regardez Macky Sall au Sénégal, mais quand il a été élu, après son élection, c'est tout le pays du monde qui était présent. Et même des présidents se sont déplacés. Mais regardez la prestation des serments de notre président actuel. C'était une humiliation pour le Grand Congo. Aucun président de la République. Oui, mais depuis, y compris Barack Obama... Parce que c'est par rapport à la force des choses. Oui, c'est humiliant pour un Grand Congo. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, c'est que nous traversons dans ce pays. Est-ce que quand vous voyez le numéro américain reconnaître la victoire de Joseph Kabila, est-ce que quand vous voyez le président français de l'époque reconnaître la victoire du président Kabila... Mais pourquoi pas celui d'aujourd'hui? Oui, d'accord. Non, aujourd'hui, c'est le président... un président élu après un autre président ne va pas reconnaître 6 mois ou 1 an après une élection. La question est la suivante. De cette légitimité que vous réclamez, de cette victoire que vous réclamez, pourquoi ne pas avoir... Parce que vous parlez des conférences de presse. Nous avons tous vu les images de la prestation de serment du président Étienne Tshisekedi. Nous avons tous vu et compris... Mais moi, je peux si vous voulez... Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Moi, je peux vous transmettre des documents, des compilations de l'opposition. Bien volontiers. Je vais vous les transmettre. Donc, c'est un document qui existe. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de fantasmer. Gaël Kibungu, Congo Web, télévision. Eugène Diomine Ndongala, finalement, vous passez pour beaucoup comme ce politicien opportuniste, ce politicien qui ne lutte que pour ses propres intérêts, sa propre image. Il y a quelque temps, on est revenu là-dessus. Vous êtes opposé. Vous dites vous êtes opposé à l'élection de Zaïdi. Vous avez fini ministre des Mines, encore que si on gratte un peu, il faudra qu'on voit s'il n'y a rien à vous reprocher là-dessus. Vous avez revendiqué le fait que vous êtes reconnu congolais et qu'il fallait se battre pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, on est à plus de 6 mois de la proclamation définitive des résultats. Le social des Congolais pose problème, donc il y a autant de priorités à résoudre aujourd'hui. Est-ce que ça va se résoudre que par cette voie, parce que le temps passe pendant que vous parlez de l'impérium, récupération de l'impérium, MPP, etc. Alors que l'opposition, je parle du noyau opposition qui avait aux élections de 2011, de novembre 2011, devrait se mettre ensemble pour pouvoir regarder l'avenir, voir comment faire pour récupérer le pouvoir aux prochaines échéances électorales. Aujourd'hui, on ne parle que d'Étienne Tshisekedi comme individu, sans lequel aucun avenir est possible pour la RDC. On ne parle que de Eugène Diomine Ndongala, encore qu'il veut faire de l'ombre à ceux qui ont lutté auprès d'Étienne Tshisekedi au sein de l'UDPS. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est juste face à tous ces Congolais qui n'attendent que des solutions par rapport à leur vie, leur social, etc. Mais je peux dire ceci, madame. Tout d'abord, par rapport au problème des Congolais, vous savez, le problème qui traverse notre pays, c'est un problème tout d'abord de légitimité. Ces problèmes de légitimité empêchent au pays, empêchent au peuple congolais de jouir de ses richesses. Parce que si je vais vous donner ici le chiffre, entre 2010, 2011,
il y a eu, par rapport au secteur minier, un bradage des anciennes concessions Gécamines de presque 5 milliards de dollars. Bradage, hein? Et les propriétaires, nous les connaissons. Ce sont des personnes au pouvoir qui ont placé tous ces avoirs-là dans des îles qu'on appelle des paradis fiscaux. Donc, si vous voulez gratter mon passé par rapport au ministre de Mines, je suis serein. D'ailleurs, là, ça va me réjouir. Vous verrez combien j'ai lutté pour l'intérêt de ce pays. Et par rapport à ce que vous prétendez aujourd'hui, moi, je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour moi. Je n'ai pas besoin de me faire de la lumière, mais je me bats pour un idéal. Mon idéal, c'est qu'il faut sortir ce pays de l'isolement. Il faut sortir ce pays de la non-défense de ce pays. Il n'y a personne, il n'y a aucun leadership qui parle réellement des problèmes des Congolais. L'isolement dans lequel vit la majorité présidentielle populaire en ce moment. Nous ne vivons pas dans l'isolement. Nous avons le peuple avec nous. Nous avons le peuple avec nous. L'isolement dont je parle, c'est par rapport aux intérêts du Congo. Les intérêts du Congo ne sont pas défendus. Quand je vous ai cité l'exemple de plus de 5 milliards d'actifs congolais qui ont été bradés par des personnes qui sont au pouvoir, ou leurs alliés, ou leurs amis, et ils ont placé tous ces avoirs-là dans des villes, dans les îles, des paradis fiscaux. Donc ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, même si les amis qui sont allés dans ces parlements-là, où ils n'ont pas droit au chapitre, je vous dis la vérité, renseignez-vous, ils ne pourront rien faire passer pour défendre la population congolaise. Regardez la situation de l'Est. Aucun jour il y a eu un véritable débat dans ces parlements-là, alors que nous avions des millions de déplacés, nous avons des gens qui souffrent à l'Est du pays. Regardez le vécu quotidien des Congolais dont on parle. M. Kabila a joui d'une liberté d'exercice du pouvoir depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Mais quel est les problèmes des Congolais qui ont été réglés? Je vais reposer Et aujourd'hui, nous ne pourrons même pas régler les problèmes des Congolais parce que nous n'avons pas la capacité politique de régler ces problèmes-là. Monsieur Djendonbi Dongala, je vais poser la question de Gaël autrement. Le constat que tout le monde peut le faire, mais l'alternative en termes de proposition, jamais nous n'avons entendu l'opposition, y compris pendant la campagne électorale, en faire. Et c'est là que le problème se pose. Et c'est pour ça, je crois, j'espère que je ne vais pas déformer ces propos, c'est pour ça que la question est la suivante. Faut-il perpétuellement se battre au nom d'un homme, ou, alors que le peuple souffre, ne vaudrait-il pas mieux se concentrer sur les solutions pour que cette souffrance cesse? J'ai bien compris votre question, M. Lusakweno. Mais vous ne pouvez pas régler le problème sans régler les causes du problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre les Congolais au travail si vous ne réglez pas les problèmes qui empêchent à ce que le peuple congolais travaille. Vous ne pouvez pas, d'une manière artificielle, croire que le Parlement actuel peut régler les problèmes des Congolais si vous ne réglez pas la base de la mise en place de ces parlements. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. En droit, on dit c'est la théorie de l'arbre empoisonné. Quand l'arbre est empoisonné, le fruit est empoisonné. Donc, vous ne pouvez pas dire l'arbre porte du poison, mais les fruits, nous pouvons faire en sorte pour que nous puissions les manger. Aujourd'hui, la question qui se pose dans notre pays, c'est une question d'éthique politique et de moralité politique. Nous avons des dirigeants tellement incrédules, tellement corrompus, que nous ne pouvons pas bâtir un pays avec ces dirigeants-là. Nous avons un président sortant. Par rapport à la façon dont il se maintient au pouvoir, déjà les Congolais ne sont pas motivés pour travailler. C'est ça les causes qu'il faut éliminer pour asseoir une bonne gouvernance, pour asseoir une moralité de gestion de ces pays, faire en sorte que les pays puissent s'envoler. Si vous ne bâtissez pas des fondations solides, tout ce que vous allez bâtir va être artificiel. Nous avons une question de moralité, une question de la corruption dans ces pays, une question d'éthique politique. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas été élu député, il se retrouve au Parlement, on lui dit si tu fais gaffe, on
on te sort. Tu as vu, on a sorti d'autres avec la Cour suprême. Aujourd'hui, il y a une conflictualité entre la CENI et la Cour suprême. La CENI ne voudrait même pas reconnaître les résultats. C'est la cacophonie et le pays ne peut pas être dirigé comme cela. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une question de responsabilité. Il nous faut un leadership politique qui ferait en sorte que le peuple congolais puisse sortir de cet imbroglio dans lequel nous nous plongeons aujourd'hui pour régler une fois pour toutes les questions. Une opposition, une alternative se lève et dit, au regard de ce que le Congo peut générer, peut mobiliser, si nous arrivons, cet état de fait sera différent. Butembo, novembre 2011, le candidat numéro 11 déclare « Si je suis élu le 28 novembre, avant la fin de l'année 2012, nous allons récupérer le niveau que nous avions le 30 juin 1960. » Est-ce que de pareils propos sont les solutions alternatives ou uniquement des promesses électorales? Non, ça ce ne sont pas des promesses. Vous savez, je peux vous démontrer, monsieur Lusako. Est-ce que vous pouvez me démontrer? Parce que c'est ça la question. Je peux vous démontrer. Non, parce que c'est ça la question. Vous parlez de leadership. Oui. On parle de leadership, on parle de bonne gouvernance. Novembre 2011, dans moins d'un an, nous allons récupérer les 52 ans. Oui. C'est possible? C'est possible. Je peux vous dire les pourquoi. Je vous écoute. Vous savez, aujourd'hui, notre pays, pourquoi, en fait, nous vivons dans une pauvreté qui a été décrétée par les Nations Unies avec l'indice de développement du PNUD. Nous sommes les derniers au monde pour 2011. Les derniers au monde. Pas un pays avant nous, même la Somalie, qui est un non-État, est au-dessus de nous par rapport à la moyenne Monsieur Diomi, nous avons quitté la période des constats. 2012, décembre. Au 31 décembre, vous donner, justement, c'est votre démonstration. C'est votre démonstration que nous attendons. J'ai dit ceci, tout d'abord, par rapport à ce que nous devions apporter dans ces pays. Vous savez que si nous mettons seulement la lutte contre la corruption, je dis bien la lutte contre la corruption et la moralité, l'éthique dans la gouvernance, nous pouvions arriver des 4 milliards budget national actuel à 25 milliards en l'espace d'une année. Pourquoi? Moi, je connais le secteur minier. Je peux vous dire, si vous avez remarqué en 2003, 2004, il y avait une stabilité monétaire. Les gens ne se sont jamais posé la cause de cette stabilité monétaire-là, où vous avez eu le franc congolais qui commençait à prendre de la valeur. Mais c'était un mécanisme très simple que nous avions mis en gestion au ministère de Mines. Nous avions mis comment on appelle ça? On a mis un système de contrôle de toutes nos exportations par site internet, un logiciel de contrôle de toutes les exportations de la RDC dans un site internet avec possibilité de rétrocéder tous les avantages, toutes les exportations en termes financiers. Pour la première fois, on a eu des rétrocessions massives en dollars américains par rapport au secteur du diamant, par rapport au cuivre, par rapport au cobalt. En rien du temps. Donc, c'est pour dire que si nous mettons tout d'abord l'éthique, la moralité et l'adhésion de notre peuple, parce que vous savez, un peuple ne peut bien être orienté que quand il croit en quelque chose. Quel est l'espoir de notre population avec Joseph Kabila? Je vais revenir à votre... Laissez-moi vous dire comment nous pouvons changer les choses. Mais justement, je vous ai demandé... Je suis en train de vous donner... Non, mais je vous ai demandé la première démonstration de nous montrer par les chiffres. Vous avez parlé de stabilité entre 2003 et 2004. On va vous parler de cette même stabilité du franc congolais entre 2010 et 2012. Non, par rapport à la hauteur de l'inflation, regardez les statistiques. L'inflation n'a jamais... La plus basse inflation que nous avions connue, c'est entre 2003 et fin 2004. Monsieur Diomi, la plus basse inflation que la RDC ait connue, c'est pour le moment. Nous sommes aux alentours. En projection... C'est pas pour le moment. Moi, je peux vous démontrer ça par rapport aux statistiques. En projection 2012, le taux d'inflation est inférieur à 10%. Maintenant, je reviens à ma question. Butembo, novembre 2011. Pour que
la RDC retrouve son niveau du 30 juin 1960, mais j'étais en train de vous donner les pistes. Non, mais moi je vais être clair avec vous, parce que les pistes c'est une chose. Mais ce sont les pistes qui vous donnent les résultats. Le Congo a besoin d'une solution et non pas de pistes d'espoir uniquement. Non, les solutions sont là. Les solutions, c'est la fondation. Monsieur Diomi, nous devons rebâtir la fondation de ces pays. Monsieur Diomi, je pensais que quand je vous ai dit que au 31 décembre 2012, on va retrouver le niveau de 30 juin 1960, vous alliez me répondre que ce n'est pas possible. Parce que cela signifie un taux de croissance annuel supérieur à 300%. Ce qu'aucun pays au monde n'a jusqu'aujourd'hui réalisé. Mais alors, ça va se faire pour les Congo. Vous savez pourquoi? 300% Vous savez pourquoi? Faites les calculs. Faites des calculs de tout ce que l'État congolais perd chaque année. Mais si déjà vous commencez à récupérer les pertes annuelles, vous pouvez même faire 400% de croissance. Eric Ambago, Top Congo FM. Alors, Eugène Diomi Ndongala, quels sont vos rapports avec les insurgés du M23? Je vous ai toujours dit, nous n'avons aucun rapport. Mais comment expliquer qu'ils mettent dans leurs revendications, ce que vous venez de dire par rapport au paiement des militaires, 2, ils réclament aussi l'impérium. Comment expliquer cela? Oui, mais la convergence des idées n'est pas une alliance. Convergence d'idées, ça veut dire que vous pouvez vous mettre ensemble aussi. Non. Vous dialoguez avec eux? Nous n'avons pas le même idéal, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Leur objectif, c'est l'amélioration, ils ont changé actuellement, amélioration des conditions sociales des Congolais. Et puis 2, retour de l'impérium à Etienne Tshisekedi. Mais c'est tout à fait normal. Quand ils disent cela, c'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, au Congo, il n'y a aucune solution sans Etienne Tshisekedi. Et quand ils le disent, ils sont convaincus parce qu'ils savent très bien que le président sortant ne va pas régler les problèmes du Congo. Tout d'abord parce qu'il manque le leadership qu'il lui faut pour aller droit aux objectifs. Oui, mais ce qui peut choquer, c'est que pendant 5 ans, on a vu Bosco Ntaganda évoluer normalement à Goma. Cette pauvreté ne semblait pas le choquer outre mesure. Au début, les revendications. Aujourd'hui, vous avez une convergence de vues. Mais ce n'est pas nous qui avons une convergence de vie avec eux. C'est eux qui ont une convergence de vie parce qu'ils suivent la légitimité du peuple congolais. C'est pas nous. Donc nous, vous évoluez ensemble. On n'évolue pas ensemble. On ne peut pas avoir les mêmes combats. Nous n'avons pas les mêmes idéaux. L'impérium, il faut aller vers la lutte militaire. C'est pourquoi aussi on a remarqué que il y a eu cette alliance avec l'ARP de Foto Mounene, l'appareil de André Ngbanda et l'UDPS. C'est vrai qu'on nous a dit que c'était une initiative qui n'existait pas, mais en réalité, il est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes en train de chercher par tous les moyens pour récupérer l'impérium. Non, ça c'est l'amalgame. Je crois que ce que je peux vous dire par rapport à cette question-là, nous, on a une vision claire. Etienne Tshisekedi a une vision claire. Il ne va pas s'allier ni avec Ngwanda, ni avec Mounene Faustin. Mais pourtant son fils Félix, qui est secrétaire. Oui, mais ça c'est une autre question. S'ils veulent venir adhérer à sa famille politique, ils doivent se conformer à la charte de la MPP. C'est la famille politique d'Etienne Tshisekedi. Ils peuvent venir adhérer. Mais nous ne ferons pas des alliances. Ça, c'est un point clair. Les M23, nous n'avons pas le même combat, nous n'avons pas le même idéal. Toute dernière question, Thierry Kambundi. Eugène Diomi Ndongala Nzomambu, l'impérium, je sais que c'est très peu probable que vous ne puissiez l'avoir comme vous le revendiquez à corps et à cri tous les jours avant 2016. Nous sommes en 2016. Que fait Diomi Ndongala? Que fait la démocratie chrétienne? Que fait la majorité présidentielle populaire par rapport... Je ne vais pas vous suivre dans cette logique-là. Parce que moi, je crois à la force de la démocratie. Je crois à la force de la légitimité que le peuple congolais peut léguer. Et cette légitimité-là, aujourd'hui, elle est incontournable. Le président sortant pourra tout faire, mais il ne pourra pas gouverner le Congo comme si de rien n'était. Aujourd'hui, nous sommes dans un état d'ingouvernabilité de notre pays. Et il faut régler cette question. Vous ne dites toujours pas ce que vous allez faire de concret, justement. De concret, vous ne le faites pas. Nous avons la force. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais nous avons la force. La force, c'est la force du peuple. Et le peuple est avec nous.
Merci beaucoup, Eugène Domine Dongala, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pendant 1 heure. Ce top presse avec la majorité présidentielle populaire du démocrate chrétien Eugène Domine Dongala. Merci à Gaël Kibungu de Congo Web, à Eric Ambago de Top Congo, Gisèle Ngandou de Kin 24, ainsi que Thierry Kambundi de Top Congo FM. Alors, bon, vous dites, et ça va être la conclusion, que Joseph Kabila n'arrivera pas à gouverner. Et s'il y arrive? Qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, vous allez me poser la question. Mais moi, je vous dis, il ne va pas arriver à gouverner ce pays dans les conditions actuelles. Mais pour le moment, il y arrive, il est au pouvoir, ça semble aller. La monnaie est stable. On a parlé de stabilité de la monnaie tout à l'heure. Oui, mais voyons voir avec la monnaie stable que nous avons déjà démonétisé parce que nous disons au peuple congolais de ne pas utiliser ces coupures-là. Ce sera déjà un grand test. Et s'il y arrive, et si cette monnaie est consommée, et si et comme le sommet de la francophonie va se passer, la francophonie ne se passera pas dans ces pays. Je vous lance ce défi-là. D'accord. Et si nous avons demandé au président François Hollande, en tant qu'autorité morale de la France et président de la République française, de délocaliser la francophonie. Elle ne se tiendra pas en République démocratique du Congo. Nous allons lancer ces défis-là. L'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a récemment déclaré, M. Alad, que la France n'avait pas changé d'optique sur cette voie-là. Vous dites quoi? Oui, mais nous disons... Il y a des délégations qui arrivent de la francophonie. Au président François Hollande de demander à ce qu'on délocalise la francophonie et qu'elle ne se passe pas dans notre pays parce qu'il y a un conflit politique, il y a l'imbroglio politique, il y a le hold-up électoral, il y a la victoire de Tiens Tshisekedi qui n'a pas été reconnue. Donc, par rapport à tout cela, la francophonie ne se tiendra pas dans notre pays. Alors, si j'ai bien compris, si pendant 5 ans, Etienne Tshisekedi n'est pas au pouvoir, vous n'allez pas... vous allez continuer à vous battre et à faire en sorte que ce pays soit ingouvernable. Bon, le pays l'est déjà. Ce n'est pas nécessairement par rapport à moi, mais c'est par rapport au fait qu'on a privé Tshisekedi de l'impérium, la légitimité de Tshisekedi bloque Kabila. Pour ne pas être vu comme opposant à vous, ce qui n'est pas le cas, hein. Nous faisons notre travail. Vous allez rendre ce pays plus ingouvernable. Plus il sera ingouvernable, plus vous aurez gagné votre combat contre Joseph Kabila. Non, mais moi je ne fais pas un combat contre Joseph Kabila seul. Moi je fais un combat pour le Congo. Je fais un combat pour un Congo meilleur. Je fais un combat, moi je ne vois pas l'individu. L'individu, il est là, il est le fruit des états-majors, de plusieurs états-majors. Par rapport à ce monsieur qui est le président sortant, il y a des forces qui sont là. Mais ce sont des forces contre le Congo. Et moi je me bats pour le Congo. Donc, mon combat, c'est pour un Congo nouveau. Et ce Congo nouveau, aujourd'hui, la légitimité a été léguée à Tshisekedi. C'est lui qui peut bâtir un Congo nouveau. C'est la base, c'est la fondation. C'est pour asseoir la non-corruption, c'est pour asseoir la bonne gouvernance, c'est pour changer un peu l'optique par rapport à la façon dont le Congo d'aujourd'hui est géré. Monsieur Eugène Domine Dongala, merci beaucoup. Juste une toute petite dernière question. On dit que Jacquemain Chabani de l'UDPS a été suspendu au profit de monsieur Mavungu. Vous êtes au courant? Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, nous sommes dans une famille politique où le droit doit triompher. On a reproché à M. Jacquemain certains faits. Il doit se défendre, il doit prouver qu'il est innocent. Et pour permettre à ce qu'il prouve qu'il est innocent, il a été provisoirement suspendu, mais je crois qu'il sera réhabilité. Donc ce n'est pas ça le grand problème. C'est seulement une question d'éthique, de moralité et de bonne gouvernance. Il y a quand même la présomption d'innocence. On aurait pu d'abord, avant de le suspendre, lui demander de prouver qu'il n'est pas coupable. Non, c'est pour lui permettre. Vous savez, c'est aussi au Congo, quand on accuse des gens, ils continuent à être au pouvoir. Donc, M. Jacquemain lui-même a démissionné pour permettre à ce qu'il prouve qu'il est innocent. Donc, il a été suspendu ou il a démissionné? Il a été suspendu pour lui permettre de se défendre. Ce n'est pas une démission comme telle. Il a été suspendu, mais une suspension, c'est quoi? C'est provisoire. Ce n'est pas, il n'a pas été démis. Mais suspendu vos sanctions, quelque part. Oui, mais pour permettre à ce Donc on sanctionne quelqu'un pour qu'il puisse s'expliquer. Oui. Monsieur Eugène Domine Dongala, je vous remercie. Merci à vous, chers auditeurs de Top Congo FM. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de votre attention. Vous nous regardez sur vos télévisions grâce à Action Congo Events. Prochain rendez-vous, ce Top Press, la semaine prochaine, ce sera justement
pour parler de ce que l'opposition vient d'annoncer ou de confirmer comme à sanctionner. Ce sera l'invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou Boulongo, pour parler de ces nouvelles coupures de le franc congolais à haute valeur faciale. Merci à tous et bonne continuation sur votre chaîne. L'actualité continue sur le www.topcongo.com. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.